Un silence inhabituel planait sur la petite commune ce matin-là. Dans les rues étroites bordées de maisons en briques rouges, typiques des villages du Nord, les volets s'ouvraient à peine, comme si les habitants pressentaient que quelque chose de grave venait de se produire. À la sortie du bourg, derrière l'école primaire, une voiture de gendarmerie stationnait déjà, gyrophares allumés, contrastant avec l'atmosphère calme d'un jour ordinaire. Il était un peu plus de 6h30 quand le premier appel d'urgence avait retenti au standard. Une voix masculine, haletante, paniquée, répétait presque mécaniquement « Il y a du sang partout. Venez vite, je crois qu'elle est morte. » Quelques minutes plus tard, les gendarmes découvraient une scène insoutenable. Dans une petite maison mitoyenne, au fond d'une ruelle discrète, gisait le corps d'une jeune femme, la trentaine à peine entamée. Elle était allongée dans le salon, la tête tournée vers la porte d'entrée, comme si elle avait tenté de fuir ou d'appeler à l'aide. La victime, très vite identifiée, n'était autre que Claire D., institutrice de l'école du village. 31 ans, enceinte de 6 mois, elle était connue de tous ici. Son visage, habituellement rayonnant, portait désormais les stigmates d'une violence extrême. Le sang avait éclaboussé les murs, imprégné le tapis. La brutalité de l'attaque sautait aux yeux des enquêteurs. Rien dans la petite maison ordonnée ne laissait présager une telle explosion de fureur. Les premières constatations firent froid dans le dos. Les blessures semblaient multiples, portées avec une rage aveugle. Les gendarmes, formés à garder leur sang-froid, se surprenaient à détourner le regard. L'un d'eux, pourtant expérimenté, confia plus tard « J'ai rarement vu une telle sauvagerie. On aurait dit que quelqu'un s'était acharné bien au-delà de ce qui était nécessaire pour tuer. » La découverte plongea le village entier dans la stupeur. Claire n'était pas seulement une institutrice, elle représentait la douceur, la patience, l'avenir. Ses élèves l'adoraient, ses collègues la respectaient, et ses proches la savaient comblée par l'idée de devenir bientôt mère. Comment expliquer que la vie d'une jeune femme aimée de tous se soit terminée de façon si brutale ? Très vite, les voisins furent alertés par le balai des véhicules officiels. Derrière les rideaux entr'ouverts, les regards inquiets scrutaient l'allée et venue des gendarmes en blouse blanche, des techniciens en identification criminelle, des ambulanciers qui, impuissants, recouvraient le corps d'un drap blanc. Un silence pesant gagnait la rue. Certains chuchotaient déjà « Qui aurait pu faire ça ?» D'autres, incrédules, répétaient « Pas ici, pas chez nous ». La nouvelle se propagea en quelques heures, franchissant les frontières du village pour atteindre les communes voisines, puis la presse locale. Une institutrice enceinte retrouvée morte chez elle dans des conditions atroces titra dès l'après-midi le premier site d'information régional. Les journalistes, flairant une affaire hors du commun, commencèrent à affluer. Les enquêteurs savaient qu'ils avaient devant eux un dossier sensible, qui ne se contenterait pas d'émouvoir. Il allait indigner, choquer, révolter. Car tuer une femme enceinte, c'est ôter deux vies en même temps. C'est s'attaquer non seulement à une personne, mais aussi à un avenir, à une promesse. Dans les couloirs de la gendarmerie, certains murmuraient déjà « L'opinion ne nous pardonnera pas si on ne retrouve pas le coupable rapidement ». Alors que le soleil se levait sur la campagne du Nord, l'affaire venait tout juste de commencer. Mais déjà une certitude s'imposait. Ce drame allait marquer durablement les mémoires. Car derrière la porte close de cette petite maison, c'est tout un village qui venait de perdre son innocence. Et tandis que les gendarmes débutaient leurs premières investigations, une question obsédante s'imposait. Qui pouvait bien haïr à ce point une femme comme Claire ? La suite allait progressivement dévoiler les zones d'ombre de ce drame, à travers le passé de la victime, l'intimité de son couple et les secrets dissimulés dans les ruelles de ce village apparemment tranquille. Le village de Saint-Amand-les-Bois, à quelques kilomètres de la frontière belge, n'avait jamais fait parler de lui. Un endroit paisible, entouré de champs de betteraves et de longues étendues de terres agricoles où les saisons rythmaient le quotidien. Ici, les hivers étaient des rigoureux, les étés souvent courts et gris, et l'humidité semblait s'infiltrer jusque dans les murs des vieilles maisons de briques rouges. Pourtant, les habitants s'en accommodaient, fiers d'appartenir à une communauté soudée où tout le monde connaissait tout le monde. En ce début d'année 2014, la vie suivait son cours, immuable. Le café-tabac de la place servait de point de rencontre, les retraités s'y retrouvaient tôt chaque matin autour d'un petit noir, tandis que les ouvriers des usines voisines s'arrêtaient acheter leur paquet de cigarettes avant de filer au travail. Le week-end, le marché attirait quelques producteurs locaux et faisait office d'événement social, un moment pour échanger des nouvelles, commenter la pluie et le beau temps, ou partager les ragots de la semaine. Claire D., l'institutrice retrouvée morte chez elle, faisait partie intégrante de ce tissu villageois. Originaire de la région, elle avait choisi de rester proche de ses racines. Enseignante depuis près de 8 ans, elle connaissait chaque élève par son prénom, se souvenait souvent des frères et sœurs plus âgés et n'hésitait jamais à rendre service à une famille en difficulté. Sa réputation dépassait même les murs de l'école. Pour beaucoup, elle incarnait la bienveillance et la rigueur, deux qualités rarement réunies.
Son compagnon, Thomas, travaillait dans une entreprise de logistique de la zone industrielle voisine. Discret, souvent silencieux, il était moins connu que Claire, mais les habitants voyaient en lui un homme stable, sérieux, parfois un peu effacé. Tous les deux formaient un couple apparemment sans histoire. Mariage prévu après la naissance, installation dans la maison achetée à crédit 2 ans plus tôt. Rien ne laissait présager un drame. Leur maison, justement, se trouvait au fond d'une petite impasse. Façade de briques, rideaux blancs derrière les vitres, un petit jardin à l'arrière donnant sur des champs, une demeure modeste mais accueillante, où Claire aimait recevoir ses collègues pour un café ou préparer des gâteaux pour ses élèves. C'est dans ce décor banal, presque banalement heureux, qu'avait eu lieu l'horreur. Et c'est peut-être cette banalité même qui rendait le crime encore plus incompréhensible. Car Saint-Amand-les-Bois n'était pas une grande ville anonyme où l'on pouvait disparaître dans la foule. Ici, les secrets se dissimulaient difficilement. Les habitants se connaissaient, s'observaient, se jugeaient, parfois, mais restaient attachés à ce lien de proximité qui faisait la force, et parfois la faiblesse, des petites communes rurales. Pour comprendre l'impact du meurtre de Claire, il fallait plonger dans ce contexte. Une région marquée par le chômage, les reconversions douloureuses après la fermeture des mines et des usines textiles, et une jeunesse souvent tentée de partir vers Lille ou Bruxelles pour trouver un avenir. Mais aussi une région où l'école, et donc les enseignants, jouaient un rôle crucial. Maintenir un cadre, transmettre une discipline, offrir un espoir. Claire représentait tout cela. Elle symbolisait une continuité, une stabilité. Perdre une figure comme la sienne, et dans de telles circonstances, revenait à perdre une part de ce qui faisait encore tenir le village. C'est pourquoi, dès le lendemain, une atmosphère étrange s'installa. Dans les rues, les conversations ne parlaient plus que de ce meurtre. Chacun avait sa version, son hypothèse, son soupçon. Certains évoquaient un cambriolage qui aurait mal tourné, d'autres murmuraient des rumeurs de jalousie ou de querelles intimes. La presse, de son côté, commença à dresser des portraits. Les articles décrivaient Dauclair comme une institutrice aimée de tous, une jeune femme pleine de vie, à l'avenir brisé. Les caméras locales filmaient l'entrée de l'école, interrogeaient les parents, filmaient les fleurs déposées devant la grille. Rapidement, Saint-Amand-les-Bois, ce village jusqu'alors anonyme, devint le théâtre d'une affaire qui captivait l'opinion bien au-delà de la région. Le contraste entre la tranquillité des lieux et la violence du crime renforçait le choc. Comment, dans un village de 2500 habitants où tout le monde semblait paisible, une telle barbarie avait-elle pu surgir? C'est cette question, lancinante, qui revenait sans cesse dans les conversations. Et derrière elle, une peur sourde. Si un tel crime avait pu se produire ici, alors personne n'était vraiment à l'abri. Les gendarmes, conscients de cette inquiétude collective, savaient qu'ils devraient aller vite, tout en respectant la minutie nécessaire à une enquête criminelle. Car au-delà de la douleur des proches, c'était la confiance de toute une communauté qui se trouvait menacée. Ce contexte allait peser lourdement sur la suite, car plus les jours passaient, plus les contradictions allaient en apparaître. Dans un village où chacun observait l'autre, les gendarmes allaient devoir distinguer la vérité des rumeurs, les faits des fantasmes. Et au milieu de ce brouillard social, certaines voix commenceraient à évoquer des zones d'ombre autour du couple de Claire et Thomas. Et bientôt, les apparences de Silice allaient se fissurer. Pour comprendre le drame qui venait de frapper Saint-Amand-les-Bois, il fallait remonter au visage qui composait ce couple en apparence sans histoire. Derrière l'image d'une jeune institutrice aimée et d'un compagnon discret, les enquêteurs allaient bientôt découvrir des nuances, des contrastes, parfois des failles. Claire, d'abord, 31 ans, un sourire franc et une douceur qui séduisaient instantanément. Ses élèves parlaient d'elle avec une affection rare. Elle avait toujours un mot gentil, dira plus tard une fillette de 8 ans, incapable de retenir ses larmes en apprenant la nouvelle. Ses collègues la décrivaient comme une enseignante engagée, attentive, parfois exigeante, mais toujours juste. Elle croyait profondément en sa mission, donner à ses enfants d'un territoire souvent marqué par les difficultés économiques une chance de s'en sortir. À l'école, Claire était respectée, parfois même admirée. Sa grossesse, annoncée quelques mois plus tôt, avait suscité une vague de félicitations sincères. Pour beaucoup, elle incarnait une réussite discrète. Une femme stable, investie, prête à fonder une famille. Le genre de personne qu'on imaginait intouchable, protégée par sa bonté et à son intégrité. Mais au-delà de l'image publique, Claire portait aussi ses propres fragilités. Ses proches savaient qu'elle avait longtemps hésité sur son avenir. Enseigner n'avait pas toujours été une évidence. Certains de ses amis d'enfance se souvenaient qu'elle rêvait autrefois d'une carrière artistique. Finalement, le choix de rester dans sa région, de s'ancrer dans la stabilité, traduisait à la fois un attachement profond à ses racines et une peur de l'inconnu. À ses côtés, Thomas, 33 ans, employé dans la logistique, souvent décrit comme effacé.
Peu bavard, réservé, il inspirait parfois une impression d'austérité. Ses collègues le voyaient comme un homme sérieux, ponctuel, mais sans grande ambition. Le genre de gars qui ne fait pas de vagues, résumait l'un d'eux. Dans le village, certains le considéraient comme sympathique mais distant, préférant rester en retrait plutôt que participer aux activités collectives. Le couple s'était rencontré 5 ans plus tôt lors d'une soirée entre amis. Claire, lumineuse et sociable, avait rapidement attiré Thomas, qui voyait en elle une femme capable d'apporter de la chaleur à son quotidien plutôt terne. Ensemble, ils avaient construit une vie simple, réglée, ponctuée de projets modestes. L'achat de la maison, la perspective d'un mariage, l'arrivée de leur premier enfant, pour les proches, leur relation paraissait solide. Mais comme souvent dans les petites communes, les rumeurs circulaient. Certains voisins confièrent que Thomas paraissait parfois jaloux, qu'il n'aimait pas trop que Claire passe du temps avec ses collègues. D'autres évoquaient des disputes entendues à travers les murs, des éclats de voix vite étouffés. Rien de concret, rien de suffisamment alarmant pour alerter, mais de quoi éveiller des doutes rétrospectifs après le drame. Autour d'eux, plusieurs figures allaient jouer un rôle important dans la suite de l'affaire. Il y avait d'abord les parents de Claire, installés dans une commune voisine. Très proches de leur fille unique, ils suivaient de sa grossesse avec un enthousiasme palpable. Ils la voyaient chaque semaine, l'accompagnaient dans ses préparatifs, l'imaginaient déjà mère comblée. Le jour où ils apprirent sa mort, leur monde s'effondra. Du côté de Thomas, la relation avec sa famille était plus distante. Fils d'un ancien mineur, il avait grandi dans une atmosphère rude, marquée par la précarité. Ses liens familiaux semblaient plus effacés, presque inexistants aux yeux de certains. Les enquêteurs notèrent ce contraste. Alors que Claire s'entourait facilement de ses proches, Thomas avait tendance à se replier. Enfin, il y avait l'entourage professionnel et amical. Claire comptait sur une petite bande de collègues avec qui elle partageait café et confidences. Parmi elles, Élodie, une enseignante qui deviendrait l'un des témoins clés de l'affaire, tant elle connaissait les détails de la vie privée de son ami. Thomas, lui, avait peu d'amis proches. Ceux qui le fréquentaient le décrivaient comme loyal, mais parfois taciturne, presque fermé. À première vue, rien ne distinguait ce couple de tant d'autres. Mais les enquêteurs savaient qu'il fallait gratter derrière les apparences. Car souvent, dans les affaires criminelles, ce sont les détails de la vie intime qui révèlent des fissures insoupçonnées. Et très vite, en interrogeant voisins, collègues et familles, les gendarmes allaient recueillir des témoignages qui semblaient semer le doute sur la solidité du couple. Une jalousie latente, des tensions financières, des désaccords autour de la grossesse. Autant de signes qui, rétrospectivement, prenaient une importance capitale. C'est ainsi qu'une image plus nuancée de Claire et Thomas commença à émerger. Non plus celle d'un couple idéal, mais celle d'une relation marquée par des contrastes, des fragilités invisibles aux yeux du grand public. Et au cœur de ces zones d'ombre, une question demeurait. Était-elle suffisante pour expliquer un passage à l'acte d'une telle violence ? La suite allait révéler que derrière l'image rassurante d'un couple ordinaire, des tensions sourdes couvaient depuis longtemps. Et ces tensions allaient peu à peu ressurgir dans l'enquête. Dans les jours qui suivirent le meurtre, les enquêteurs s'attachèrent à reconstituer le quotidien de Claire et Thomas. Très vite, derrière l'image d'un couple ordinaire, des fissures apparurent. Les témoignages des proches, recoupés avec des éléments matériels, laissaient entrevoir un climat plus tendu qu'il n'y paraissait. La grossesse pourtant attendue avec joie semblait avoir cristallisé certaines tensions. Claire, d'après ses amis, vivait cette période avec enthousiasme, préparant chaque détail. Vêtements pour bébé, chambre décorée, liste de prénoms soigneusement rédigée. Thomas, en revanche, paraissait plus réservé. Un collègue confia aux gendarmes, il disait parfois qu'il n'était pas sûr d'être prêt. Qu'un enfant, c'était beaucoup de responsabilités. Cette réticence, qu'il dissimulait mal, nourrissait chez certains l'idée d'une frustration silencieuse. Les disputes conjugales, elles, revenaient souvent dans les confidences recueillies. Une voisine se souvint avoir entendu des éclats de voix plusieurs soirs d'affilée. On ne comprenait pas les mots, mais le ton était agressif. On n'aurait jamais cru que ça irait si loin, mais oui, il y avait de la tension, déclara-t-elle plus tard. Pour d'autres, c'était la jalousie de Thomas qui posait problème. Claire, sociable et appréciée, passait du temps avec ses collègues, notamment lors de sorties ou de réunions tardives. Thomas n'aurait pas apprécié ses absences, multipliant les remarques et les reproches. Une amie proche de Claire raconta, elle me disait parfois qu'il devenait possessif. Pas violent, pas physiquement, mais dans ses paroles, comme s'il voulait contrôler ce qu'elle faisait. Ses confidences, sur le moment, paraissaient anodines. Mais à la lumière du drame, elles prenaient un tout autre sens. Les enquêteurs s'attardèrent aussi sur la situation financière du couple. La maison achetée à crédit pesait lourdement sur leur budget. Avec le congé maternité imminent, le salaire de Claire allait diminuer et Thomas craignait de ne pas s'en sortir. Certains collègues avaient noté ses plaintes répétées à ce sujet.
L'un d'eux affirma, il disait que ça devenait compliqué, qu'il fallait faire attention à chaque dépense, une inquiétude économique, certes courante, mais qui pouvait alimenter un climat de crispation. Plus troublant encore, certains indices matériels suggéraient des contradictions. La porte d'entrée de la maison n'avait pas été forcée. Aucun signe d'effraction, aucun vol apparent. Les bijoux de Claire étaient de toujours là, son sac à main posé dans le salon. Rien ne laissait penser à un cambriolage. Dès lors, l'hypothèse d'un crime commis par une personne extérieure semblait moins probable. Les enquêteurs s'interrogèrent, et si le danger venait de l'intérieur? Au fil des auditions, un autre détail intrigua. Quelques semaines avant sa mort, Claire aurait confié à une collègue qu'elle se sentait observée dans le village. Elle parlait d'une sensation étrange, d'un regard insistant lorsqu'elle faisait ses courses ou lorsqu'elle sortait de l'école. Personne ne savait exactement de qui elle parlait, mais ce malaise revint dans plusieurs témoignages. Était-ce une exagération ou le signe d'une menace réelle? Les gendarmes commencèrent alors à dresser deux pistes possibles. Un drame conjugal, alimenté par des tensions croissantes, ou une menace extérieure peut être liée à une obsession malsaine d'un inconnu. Dans les deux cas, la brutalité du crime laissait supposer un acte de haine ou de rage bien plus qu'un geste impulsif. Les analyses médico-légales confirmèrent cette impression. Le médecin légiste décrivit des coups multiples portés avec une force démesurée. « C'est l'acharnement qui frappe », nota-t-il dans son rapport. Comme si le meurtrier avait voulu effacer non seulement la vie de Claire, mais aussi tout ce qu'elle représentait. Face à ces éléments, les enquêteurs durent admettre une évidence. Les apparences de normalité n'étaient en ce qu'un vernis. Sous la surface, quelque chose se fissurait depuis longtemps. Et désormais, une nouvelle question s'imposait. Qui, dans l'entourage immédiat de Claire, pouvait nourrir une telle violence? Car si le village voyait en elle une femme aimée de tous, certains témoignages commençaient à suggérer que tout le monde ne partageait pas cette image idéalisée. Et très bientôt, les gendarmes allaient découvrir que dans l'ombre, des rancunes et des jalousies s'étaient accumulées, prêtes à exploser. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les gendarmes commencèrent à distinguer un schéma plus complexe que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Les tensions entre Claire et Thomas ne semblaient pas être de simples disputes de couple. Elles traduisaient une dégradation lente, insidieuse, qui s'était installée depuis plusieurs mois. Les témoignages des proches dessinèrent un tableau inquiétant. Élodie, la collègue et confidente de Claire, parla sans détour. Elle n'était plus tout à fait la même. Depuis le début de sa grossesse, elle disait que Thomas se renfermait. Il n'était pas violent, mais il devenait dur dans ses paroles, cassant comme si tout ce qu'elle faisait le contrariait. Claire lui aurait confié que Thomas contrôlait de plus en plus ses sorties, lui reprochait de voir ses amis, de passer du temps à l'école en dehors des heures de classe. D'autres allusions venaient corroborer ce malaise. Une amie d'enfance raconta que Claire lui avait confié ses doutes. Elle me disait qu'elle se sentait seule, qu'il y avait quelque chose de froid entre eux. Elle essayait de se convaincre que c'était à cause du stress de l'arrivée du bébé, mais au fond, elle n'y croyait pas vraiment. Les enquêteurs commencèrent aussi à explorer la vie de Thomas. Dans son entreprise, plusieurs collègues évoquèrent un comportement étrange. S'il était généralement discret, il avait récemment paru nerveux, colérique. Un témoin affirma l'avoir entendu se plaindre de sa compagne en des termes peu flatteurs, la qualifiant de trop parfaite, de Madame Je sais tout. Ces propos, bien que banals en apparence, prenaient une résonance sinistre après le meurtre. Mais ce qui attira surtout l'attention des enquêteurs fut la découverte d'une relation extra-conjugale. En fouillant le téléphone de Thomas, les gendarmes mirent au jour des échanges avec une collègue de travail. Des messages ambigus, parfois tendres, parfois explicites, suggéraient une liaison débutée plusieurs mois auparavant. La nouvelle, lorsqu'elle fut révélée, fit l'effet d'une bombe, car elle venait bouleverser l'image d'un homme réservé et fidèle. Elle expliquait aussi en partie son attitude distante vis-à-vis de la grossesse de Claire. L'idée d'un enfant semblait contredire la vie parallèle qu'il entretenait. Les enquêteurs se demandèrent « Et si ce double jeu avait provoqué une escalade irréversible ?» Claire avait-elle découvert cette liaison? Avait-elle menacé de partir, de révéler la vérité, de le priver de son enfant? Une amie proche confirma que Claire avait des soupçons. Elle n'avait pas de preuves, mais elle disait qu'il se comportait bizarrement, qu'il rentrait tard, qu'il regardait souvent son téléphone. Elle craignait qu'il ait quelqu'un d'autre. Ces doutes, associés aux tensions financières et à la jalousie de Thomas, constituaient un cocktail explosif. Mais l'escalade ne se limitait pas au couple. Certains témoignages faisaient état d'une présence extérieure. Une voisine affirma avoir vu, à plusieurs reprises, un homme inconnu rôder près de la maison de Claire en soirée. D'autres évoquaient un ancien prétendant de l'institutrice, resté épris malgré la distance. Ces pistes restaient floues, mais elles alimentaient l'idée d'un climat de surveillance et de menace autour de la jeune femme.
Peu à peu, un tableau plus sombre se dessina. D'un côté, Thomas, fragilisé par ses doutes, ses frustrations et sa double vie. De l'autre, Claire, enceinte, vulnérable, mais de plus en plus lucide sur les failles de son compagnon. Entre eux, les disputes devenaient plus fréquentes, plus violentes, verbalement, plus destructrices. Une collègue se souvenait d'une phrase lourde de sens confiée par Claire quelques semaines avant sa mort. « Je ne sais pas si je fais bien de rester avec lui, mais avec le bébé qui arrive, je n'ai pas le choix. » Ces mots, empreints de résignation, traduisaient une situation où l'espoir d'un avenir heureux laissait place à une impasse étouffante. Les enquêteurs en étaient désormais convaincus. Le drame ne s'était pas produit en un éclair soudain de folie, mais au terme d'une escalade progressive. Un engrenage de frustrations, de secrets et de mensonges qui avait lentement préparé le terrain à l'irréparable. Mais restait à comprendre, cette escalade avait-elle conduit Thomas lui-même à commettre l'inimaginable, ou bien avait-elle ouvert la porte à un tiers, profitant de cette fragilité conjugale pour frapper? La vérité allait bientôt se dessiner. Lorsque l'enquête s'approcherait du point de bascule, la nuit du drame, le village s'était endormi dans une tranquillité habituelle. Quelques lampadaires vacillaient sur la place centrale, les volets fermés signalaient le repos des habitants et seule la rumeur lointaine de la circulation sur la nationale rappelait que le monde extérieur continuait à tourner. Dans la petite maison de Claire et Thomas, pourtant, la tension était palpable. D'après la reconstitution ultérieure, tout avait commencé par une dispute. Les voisins entendirent des voix s'élever plus fortes que d'ordinaire. Un couple habitué aux querelles peut encore donner l'illusion de banalité, mais cette nuit-là, les cris résonnaient avec une intensité inhabituelle. Les enquêteurs établirent que le sujet de la querelle portait sur la grossesse et sur l'avenir du couple. Claire aurait confronté Thomas au sujet de son comportement distant, évoquant même ses soupçons d'infidélité. Des mots lourds furent échangés, des reproches accumulés depuis des semaines explosèrent en quelques minutes. Puis, le ton monta encore, les témoins les plus proches rapportèrent des bruits sourds, des coups, un fracas de meubles. Le drame se précisa. À un moment, Claire aurait tenté de quitter la maison, peut-être pour chercher refuge chez une voisine. Mais la porte d'entrée se referma avant qu'elle n'ait pu franchir le seuil. Le reste, les enquêteurs durent l'imaginer à partir des indices retrouvés. Des traces de lutte dans le salon, une chaise renversée, un vase brisé, le tapis marqué de traînées sombres. Claire avait tenté de se défendre. Ses mains portaient des marques nettes de résistance, comme si elle avait cherché à repousser son agresseur. Mais la violence fut fulgurante, incontrôlable. Le corps de Claire portait la preuve d'un acharnement, de coups répétés, portés avec une rage qui dépassait le simple geste homicide. Le médecin légiste décrivit une scène de sauvagerie. Des blessures multiples, infligées à la fois au visage, au thorax, à l'abdomen. Son état de grossesse rendait le spectacle d'autant plus insoutenable. La mort, selon les experts, fut rapide, mais pas instantanée. Claire aurait eu le temps de comprendre, ne serait-ce que quelques secondes, que sa vie et celle de son enfant s'éteignaient. Ces instants, les enquêteurs les évoquaient avec une retenue respectueuse, conscients de la violence psychologique que représentait une telle agonie. Le crime n'était pas l'œuvre d'un simple intrus venu pour voler. Rien ne manquait dans la maison, aucun bijou subtilisé, aucune effraction. Tout laissait penser à une explosion de rage intime, dirigée précisément contre elle. L'acharnement, l'absence de mobile matériel renforçant cette hypothèse. Après l'acte, un silence glacial envahit la maison. Le meurtrier, quel qu'il soit, resta quelques minutes sur place. Les techniciens, en identification, relevèrent des traces de pas moisses et de pas hésitants allant de la cuisine au salon, puis vers la salle de bain. Comme si l'auteur avait tenté, dans une confusion totale, de se nettoyer ou de réfléchir à ses gestes. Ce qui frappa les enquêteurs, c'est que rien n'avait été dissimulé. Le corps avait été laissé à découvert dans le salon, à quelques mètres de la porte d'entrée. Pas de mise en scène, pas de tentative d'effacer les preuves. L'acte avait été brutal mais immédiat, sans calcul apparent. Ce fut le compagnon de Claire, Thomas, qui alerta les secours au petit matin. Sa voix, paniquée, avait retenti au bout du fil. « Venez vite, il y a du sang partout !» Pourtant, certains gendarmes furent frappés par son attitude lorsqu'ils arrivèrent. Ses vêtements ne portaient presque aucune trace de sang, son récit semblait hésitant, contradictoire. Était-il sous le choc ou tentait-il de masquer sa responsabilité? La découverte du corps fit l'effet d'un cataclysme. Non seulement parce qu'une jeune femme enceinte venait d'être arrachée à la vie, mais aussi par la manière dont cela s'était produit, dans son propre foyer, sans témoin direct, au terme d'une nuit ordinaire devenue cauchemar. Le village tout entier fut glacé par l'annonce. Car si un drame conjugal semblait se dessiner, la brutalité du crime dépassait l'imagination collective. Ici, on se querellait, certes, mais jamais on n'aurait imaginé une telle issue. Les enquêteurs, eux, savaient qu'ils venaient d'atteindre le cœur de l'affaire.
Ce point de bascule, où une accumulation de rancune, de frustration et de secrets avait explosé dans une violence irréversible. Désormais, leur tâche était claire, identifier, prouver, reconstituer avec précision ce qui avait transformé un foyer en scène de crime. Et déjà, dans l'ombre des premières investigations, les regards se tournaient vers celui qui avait partagé la vie de Claire. Au lendemain du meurtre, le calme apparent du village céda la place à une agitation inédite. Les rues habituellement désertes en matinée se retrouvèrent envahies par les véhicules de gendarmerie, les journalistes locaux et les curieux venus des communes voisines. Les barrières de sécurité installées devant la maison de Claire ne suffisaient pas à contenir les regards insistants, les murmures et les caméras braquées sur cette impasse jusque-là anonyme. À l'intérieur, les techniciens de l'identification criminelle s'affairaient. Tout devait être examiné. Chaque éclaboussure, chaque trace au sol, chaque empreinte laissée dans la poussière. Le moindre détail pouvait faire basculer l'enquête. Le salon où le corps avait été découvert devint un théâtre d'ombres blanches, les experts en combinaison avançant méthodiquement, photographiant, prélevant, étiquetant. La première constatation, confirmée par les experts, conforta l'hypothèse d'un meurtre commis par quelqu'un de proche. L'absence d'effraction, l'absence de vol, la brutalité de l'acte, tout convergeait vers une piste intime. Rapidement, les soupçons se tournèrent vers Thomas. Mais dans ce genre d'affaires, la prudence était de mise. Il fallait bâtir un dossier solide, étayer chaque hypothèse, confronter les récits. Thomas fut entendu dès les premières heures. Assis face aux gendarmes, il paraissait abattu, mais ses propos intriguèrent. Il affirma être rentré tard du travail et avoir découvert le corps au matin. Mais ses horaires exacts ne coïncidaient pas avec ceux donnés par certains témoins. Une voisine assura avoir entendu des éclats de voix dans la maison vers 23 heures, bien après l'heure à laquelle Thomas disait s'être endormi. Son attitude renforçait le malaise. Tantôt il s'effondrait en sanglots, tantôt il répondait sèchement, presque froidement, aux questions. Était-ce la manifestation d'un choc ou les signes d'une culpabilité refoulée ? Les enquêteurs restèrent prudents, mais notèrent ces contradictions. En parallèle, la presse s'empara de l'affaire. Dès le deuxième jour, les chaînes nationales installèrent à leurs caméras sur la place du village. Les titres étaient sans appel. Une institutrice enceinte assassinée chez elle. Le mystère d'un drame conjugal. Les journalistes multipliaient les micro-trottoirs, interrogeant des habitants bouleversés. Certains décrivaient Claire comme un ange. D'autres insistaient sur l'injustice insoutenable de voir 2 vies fauchées d'un coup. La pression médiatique eut un effet immédiat. Elle accéléra l'enquête, mais ajouta aussi une tension supplémentaire. Chaque avancée, chaque rumeur se retrouvait déformée, amplifiée, commentée dans les journaux et sur les plateaux télé. Le village, lui, vivait désormais sous le regard des caméras, comme figé dans une lumière crue dont il ne parvenait pas à se défaire. Les proches de Claire furent auditionnés à plusieurs reprises. Ses parents, effondrés, parlèrent de leur fille comme d'une jeune femme épanouie, sans ennemis, sans problème particulier, mais ils évoquèrent aussi timidement leurs inquiétudes au sujet de Thomas. Il était fermé, confia la mère de Claire. Elle nous disait parfois qu'il n'était pas facile à vivre. Mais jamais on n'aurait imaginé ça. Les collègues de Claire confirmèrent l'existence de tensions. Plusieurs avaient remarqué qu'elle paraissait préoccupée, parfois triste ces dernières semaines. L'une d'elles se souvenait d'une phrase troublante « J'ai l'impression de ne pas être en sécurité chez moi ». Interrogée par les gendarmes, elle expliqua n'avoir pas osé donner plus d'importance à ces mots à l'époque, croyant à une simple dispute de couple. Petit à petit, les pièces du puzzle se mirent en place. Le téléphone de Thomas révéla des échanges compromettants avec sa collègue. Les factures de téléphonique contredisaient ses déclarations sur son emploi du temps. Et surtout, des traces biologiques retrouvées sur les vêtements renforcèrent l'idée d'un contact direct au moment du crime. Mais l'enquête ne se résumait pas seulement à lui. D'autres pistes furent explorées. L'homme aperçu rôdant près de la maison, l'éventuel ancien prétendant de Claire, ou encore l'hypothèse d'un déséquilibré attiré par sa grossesse. Les gendarmes savaient qu'ils devaient écarter toutes les possibilités, même les plus improbables, pour éviter toute erreur judiciaire. Pourtant, au fil des jours, une évidence s'imposa. La piste extérieure faiblissait, faute d'indices concrets. Aucun ADN inconnu, aucune trace d'intrusion, aucune preuve d'un rôdeur, tout ramenait inexorablement vers l'intérieur du foyer, vers celui qui partageait la vie de Claire. Dans le village, la suspicion grandissait. Les habitants, qui se connaissaient tous, commençaient à se diviser. Certains défendaient de Thomas, persuadés qu'il était victime d'une machination. D'autres, au contraire, le désignaient déjà comme coupable, incapables de comprendre comment un tel drame aurait pu surgir sans qu'il en soit à l'origine. Pendant ce temps, la famille de Claire attendait, déchirée entre douleur et colère. Ils voulaient sans des réponses, une vérité, une justice. Mais pour les enquêteurs, la route restait encore longue, car au-delà des soupçons, il fallait des preuves irréfutables.
Et bientôt, de nouvelles révélations allaient venir bouleverser le cours de l'enquête, transformant les doutes en certitudes et préparant le terrain à une confrontation inévitable. Les jours passaient, et avec eux, la patience des enquêteurs s'amenuisait. Les recoupements, les analyses, les auditions formaient désormais une trame solide. Mais ce qu'il fallait, c'étaient des preuves irréfutables, capables de transformer les soupçons en certitudes judiciaires. La première révélation survint grâce aux analyses médico-légales. Sur les vêtements de Thomas Sénéen pourtant soigneusement lavés, les experts relevèrent des micro-traces de sang appartenant à Claire. Trop infimes pour provenir d'un simple contact accidentel, elles correspondaient à une proximité directe au moment du crime. Plus accablant encore, sous ses ongles, les biologistes identifièrent des fragments d'ADN correspondant à Thomas, des preuves de lutte attestant que la victime avait tenté de se défendre. Confronté à ces résultats, Thomas resta silencieux. Assis face aux gendarmes, il fixait un point invisible, les lèvres serrées. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer la présence de ces traces, il répondit d'une voix monocorde « J'ai essayé de la réanimer quand je l'ai trouvée. » C'est tout. Mais les enquêteurs n'étaient pas dupes. L'argument ne tenait pas. L'acharnement relevé par le légiste, l'absence d'effraction, le contexte conjugal, tout pointait dans la même direction. Une deuxième révélation renforça encore cette conviction. L'étude des télécommunications. Contrairement à ce qu'il avait affirmé, Thomas ne se trouvait pas sur son lieu de travail à l'heure estimée du meurtre. Les relevés d'antennes mobiles démontraient qu'il était bien dans le village, son téléphone actif à proximité de son domicile. Une incohérence majeure, impossible à justifier. Puis vint la découverte la plus troublante, des échanges de messages avec sa collègue, celle avec qui il entretenait une liaison. Dans l'un d'eux, envoyé quelques jours avant le crime, Thomas écrivait « Je ne sais pas comment je vais faire avec le bébé, je suis coincé ». Une phrase lourde de sous-entendus qui prenait une signification glaçante après le meurtre. Les gendarmes décidèrent alors de pousser Thomas dans ses retranchements. Une confrontation fut organisée. Face aux enquêteurs, ils déroulèrent les contradictions, les mensonges, les incohérences. Ils le mirent face aux analyses ADN, aux relevés téléphoniques, aux témoignages. Chaque élément, implacable, réduisait ses marges de manœuvre. Au début, il s'entêta. Il nia, affirma son innocence, prétendit être victime d'un acharnement, mais au fil des heures, son visage se crispa, sa voix se brisa. À un moment, son avocat lui conseilla de se taire. Pourtant, dans un souffle, il lâcha une phrase qui glaça la salle. « C'est allé trop loin, je ne voulais pas ». Ce fut le premier aveu, indirect, d'une responsabilité. Pas encore un récit clair, pas encore une confession complète, mais une brèche ouverte dans son mur de dénégation. Les jours suivants, les enquêteurs recueillirent des confidences plus précises. Thomas finit par admettre une dispute violente, reconnaissant avoir frappé Claire. Mais il continua de nier l'intention de tuer. Selon lui, tout serait allé trop vite. Un geste de colère incontrôlé, suivi d'une perte de contrôle. Il insista sur le fait qu'il aimait sa compagne, qu'il ne voulait pas sa mort. Pourtant, le dossier démontrait autre chose. L'acharnement, les multiples coups, la disproportion de la violence. Les experts psychiatres, interrogés par les enquêteurs, soulignèrent que l'acte ne relevait pas d'une simple altercation. Il s'agissait d'une explosion de rage, d'une volonté de destruction. Dans le village, la nouvelle de ces aveux partiels se répandit rapidement. Le choc fut immense. Certains habitants refusèrent d'y croire. « Pas lui, pas Thomas », disait-il, persuadé qu'on s'acharnait sur un homme brisé par le deuil. Mais pour d'autres, l'explication paraissait logique. La jalousie, la double vie, les tensions financières, tout menait à lui. La presse, elle, s'empara du récit avec avidité. Les titres devinrent plus sensationnalistes. Le compagnon de l'institutrice avoue avoir frappé, de l'amour à la haine, un couple en implosion. Les chaînes d'information en continu diffusaient en boucle les images du village, du domicile scellé, des proches effondrés. À ce stade, l'enquête avait basculé. Les pistes extérieures étaient écartées, les preuves matérielles accumulées, les aveux partiels enregistrés. Restait à formaliser tout cela dans un cadre judiciaire. Car désormais, ce n'était plus seulement l'affaire d'un village endeuillé. C'était une affaire criminelle majeure qui allait bientôt se jouer devant les tribunaux. Et dans cette nouvelle étape, chaque mot, chaque preuve, chaque détail allait compter. Car si Thomas avait reconnu une partie des faits, il refusait toujours de se dire assassin. La vérité, pleine et entière, allait désormais devoir se chercher dans l'arène judiciaire. Le procès de Thomas D s'ouvrit près de 2 ans après le meurtre, dans une cour d'assises bondée. Dès l'aube, les caméras s'étaient installées devant le palais de justice. La foule, composée de journalistes, de curieux et de proches, formait une haie silencieuse, guettant l'arrivée de l'accusé. Menotté, entouré de gendarmes, Thomas entra par une porte latérale. Son visage, amaigri, paraissait figé dans une expression fermée.
Dans la salle, les parents de Claire étaient là, dignes mais brisés, serrant contre eux la photo de leur fille enceinte, souriante. Derrière eux, des habitants du village avaient fait le déplacement, incapables de tourner la page sans entendre la vérité. L'accusation ne tarda pas à exposer sa thèse. Le procureur, grave, parla d'un crime conjugal, d'une brutalité extrême, d'un acte de rage destiné à effacer 2 vies à la fois. Il rappela les preuves irréfutables, l'ADN de Thomas sous les ongles de Claire, les incohérences dans son emploi du temps, les traces biologiques retrouvées sur ses vêtements, ses aveux partiels. Le tout formait, selon lui, un faisceau indestructible de preuves. Les experts médicaux vinrent ensuite témoigner. Le médecin légiste décrivit avec une froide précision l'acharnement subi par Claire. Ces mots glacèrent la salle. Les coups portés ne traduisent pas une simple altercation. Ils traduisent une volonté de destruction. Le psychiatre, quant à lui, évoqua une personnalité fragile, jalouse, repliée sur elle-même, un homme incapable de gérer la frustration et la contradiction. Vint ensuite le tour des témoins. Les collègues de Claire parlèrent de ses confidences, de sa peur croissante, de ses doutes sur la fidélité de son compagnon. Une voisine évoqua les disputes entendues, les cris dans la nuit. Tous dressèrent le portrait d'une femme piégée dans une relation devenue étouffante. Quand ce fut au tour des parents de Claire, l'émotion fut insoutenable. Sa mère, la voix brisée, déclara « Elle allait devenir maman, elle était heureuse. Comment a-t-il pu lui ôter tout ça ?» Dans la salle, beaucoup essuyèrent des larmes. La défense, elle, tenta de sauver ce qui pouvait l'être. L'avocat de Thomas plaida un drame passionnel, un geste incontrôlé, l'absence de préméditation. Il insista sur la personnalité de son client, un homme effacé, incapable d'un tel acharnement volontaire. Il chercha à convaincre que Thomas n'avait pas voulu tuer, qu'il avait seulement perdu le contrôle lors d'une dispute. Thomas prit la parole à son tour. D'une voix hésitante, il affirma « Je l'aimais. Je ne voulais pas sa mort. J'ai fait une erreur terrible, je ne me le pardonnerai jamais. » Mais ces mots sonnèrent creux pour beaucoup. Car comment concilier l'idée d'un amour sincère avec la violence atroce qui avait coûté la vie à Claire et à son enfant à naître? Les débats durèrent plusieurs jours. Les jurés, attentifs, prirent des notes, observèrent chaque détail. La presse relatait chaque témoignage, chaque échange, chaque silence pesant. L'opinion publique suivait le procès comme un feuilleton judiciaire, oscillant entre horreur, indignation et fascination. Puis vint le moment du verdict. Après plusieurs heures de délibération, la cour revint dans un silence lourd. Le président se leva, solennel, et lut la sentence. Thomas D. fut reconnu coupable de meurtre aggravé sur conjoint et sur une personne enceinte. La peine tomba, 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. Un murmure parcourut la salle. Les parents de Claire s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre. Pour eux, aucune peine ne rendrait leur fille, ni l'enfant qu'elle portait. Mais au moins, la justice avait reconnu leur souffrance. Thomas, lui, resta immobile, tête baissée. Aucune larme, aucun cri, seulement un visage figé, comme vidé de toute émotion. Le procès se termina ainsi, laissant derrière lui une impression de vertige. Car au-delà des faits, ce qui s'était joué dans cette salle, c'était la confrontation entre 2 réalités. Celle d'un homme qui se disait dépassé par sa propre colère et celle d'une femme dont la vie avait été brisée dans un déchaînement de violence. Dans le village de Saint-Amand-les-Bois, la nouvelle du verdict se répandit rapidement. Certains y virent un soulagement, d'autres restaient hantés par le souvenir de Claire, persuadés que rien ne comblerait jamais le vide laissé par sa disparition. L'affaire, désormais jugée, laissait place à un silence lourd. Mais ce silence, loin de tout effacer, portait encore les cicatrices d'un drame qui continuerait de hanter les mémoires. Et bientôt, ce ne fut plus seulement la justice qui parla, mais la mémoire collective. Car le meurtre de Claire ne s'arrêtait pas aux portes du tribunal. Il allait marquer durablement les consciences et poser la question de ce qui reste après une telle tragédie. Lorsque les portes du tribunal se refermèrent, un silence étrange enveloppa le village de Saint-Amand-les-Bois. Le verdict avait été prononcé, la justice rendue, mais dans les rues, l'atmosphère restait lourde, comme suspendue. 30 ans de réclusion ne suffiraient déjà pas à effacer l'absence de Claire. À l'école primaire, sa salle de classe demeurait vide. Les cahiers restaient rangés, les dessins des enfants accrochés au mur. Pendant des mois, le simple passage devant la porte close rappela aux élèves et aux parents la tragédie qui s'était jouée. Certains enfants, trop jeunes pour comprendre la complexité de la justice, posèrent des questions déchirantes. Pourquoi maîtresse Claire ne revient pas? Les enseignants, eux, faisèrent de leur mieux pour répondre avec pudeur, mais le manque était palpable. Pour ses parents, le deuil ressemblait à une prison sans fin. Leur fille unique, arrachée à eux, et avec elle, l'enfant qu'elle portait. 2 générations effacées en une nuit. La mère de Claire confia un jour « Ce n'est pas seulement notre fille qu'on nous a prise, c'est aussi notre avenir, ce petit enfant que nous ne connaîtrons jamais. » Leur vie s'était réduite à une succession de souvenirs douloureux, entre les photos jaunies et les objets de son quotidien conservés comme des reliques.
Dans le village, l'affaire avait brisé l'illusion d'une sécurité absolue. Saint-Amand-les-Bois, naguère symbole de tranquillité rurale, portait désormais la cicatrice d'un drame conjugal devenu affaire nationale. Les habitants, longtemps sous les projecteurs des médias, avaient sauvé leur communauté transformée. Les rumeurs, les débats, les suspicions avaient laissé des traces, et chacun savait que rien ne redeviendrait comme avant. Les années passèrent, mais la mémoire de Claire resta vivante. Une plaque commémorative fut posée à l'entrée de l'école portant son nom et celui de l'enfant qu'elle n'avait pas eu le temps de mettre au monde. Chaque année, une minute de silence était observée par les élèves et les enseignants, comme pour dire que la violence n'efface jamais totalement la mémoire des victimes. L'affaire de Claire dépassa même les frontières du village, elle fut citée dans des débats sur les violences conjugales, rappelant que derrière les façades les plus paisibles pouvaient en se cacher des tragédies insoupçonnées. Des associations utilisèrent son histoire pour sensibiliser, alerter, prévenir, car au fond ce drame n'était pas un cas isolé, mais l'écho d'une réalité sociale plus vaste. Thomas, derrière les barreaux, disparut peu à peu de l'actualité. Quelques rares lettres, envoyées depuis sa cellule, circulèrent dans les médias, où il affirmait regretter chaque jour son geste. Mais ces mots peinaient à trouver un écho. Pour la famille de Claire, aucun remords, aucune excuse ne pouvait combler le vide laissé. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque l'affaire, ce n'est pas seulement la violence de l'acte qui frappe. C'est l'injustice profonde d'avoir ôté 2 vies en une seule nuit. Celle d'une femme aimée de tous et celle d'un enfant qui n'a jamais vu le jour. Un crime qui, au-delà de ses aspects judiciaires, symbolise la fragilité des existences, l'ombre qui peut surgir dans les foyers les plus ordinaires. Et si le temps atténue les cris et les pleurs, il n'efface pas les traces. Dans les mémoires, dans les cœurs, dans les pierres d'un même du village, subsiste cette histoire tragique. Celle d'une institutrice dont la vie s'est arrêtée trop tôt, et dont le souvenir continue d'habiter chaque recoin de Saint-Amand-les-Bois. Parce qu'au fond, le véritable héritage de ce drame est une question qui ne cesse de résonner. Comment une telle violence a-t-elle pu se déchaîner derrière les murs d'une maison que tous croyaient paisible? Et c'est peut-être dans cette question, sans réponse, que réside la blessure la plus profonde.